9h35, déjà l'heure du bilan, pas définitif, mais peut-être révélateur, 100 jours ou presque pour Emmanuel Macron à l'Elysée. Bonjour Alexandre Malafaye. Bonjour. Merci d'être avec nous, président fondateur du think tank Sinopia. On parle beaucoup des étés meurtriers pour les présidents fraîchement élus. Juste un petit mot sur ces vacances marseillaises, puisqu'on a appris dans le week-end qu'il était finalement à Marseille pour quelques jours, le président de la République avec son épouse. C'est une bonne stratégie, si je puis dire ? Bon, écoutez, Emmanuel Macron réfléchit toujours beaucoup à ce qu'il fait, à ce qu'il prépare. Visiblement, il fait un choix qui n'est pas celui du fort de Brégançon, peut-être pour éviter ce qu'on avait pu reprocher à François Hollande. Bon, je crois en même temps que le fait d'être à Marseille fait qu'il ne va pas passer son temps à Marseille. Il y a certainement un avantage de discrétion aussi pour ses déplacements éventuels, qui peut peut-être faire de manière plus facile que exposé au fort de Brégançon. Voilà. Oui, on dit qu'il a choisi une ville à l'image populaire. Vous pensez que c'est ce côté-là de lui-même qui peut soigner ? Je pense que c'est le côté... Il est en manque de côté populaire, je pense qu'il va pas trop aller à la rencontre des Français. Je pense qu'il va essayer d'avoir quelques plages de vie un peu préservées et puis sans doute de rencontrer des gens qu'il a besoin de rencontrer en dehors de l'Élysée de manière assez discrète pour préparer sa rentrée aussi. Je pense qu'il y a une vie parallèle en dehors de ce qu'on peut imaginer. On a raison de s'intéresser à la barrière des 100 jours. Est-ce que vous pensez que Emmanuel Macron, il avait dit pendant la campagne qu'il se méfiait de cette barrière des 100 jours et du bilan aux 100 jours. On a raison de le faire. C'est une valeur intéressante ou pas ? On a raison en tout cas de regarder ce qui se passe dans le moment qui est le plus important et en même temps le plus critique. Le plus important parce qu'on sait bien que si vous réussissez vos 3 ou 6 premiers mois, vous ouvrez une dynamique qui est plus favorable pour la suite de votre quinquennat. C'est vrai globalement pour toutes les prises de fonction, pour tous les leaders qui arrivent sur un poste. Là en l'occurrence le poste est assez exigeant quand même, mais c'est vrai que vous avez un certain temps pour montrer que vous êtes capable ou pas, et forcément il y a beaucoup d'observations et beaucoup d'observateurs qui font qu'on commente chaque fait, chaque geste, qu'on interprète, qu'on surinterprète peut-être. Et que peut-être dans certains cas on ne fait pas la bonne analyse, mais en tout cas c'est vrai qu'il y a beaucoup d'intérêt et beaucoup de raisons à ce qu'on se concentre sur cette séquence. Oui. Vous n'êtes pas dans la tête du président évidemment, mais est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron il a des regrets ? Écoutez, moi je pense qu'il y a vraiment, si je devais donner une évaluation, à la fois je suis sévère sur ces 3 premiers mois et en même temps je suis à la fois très bienveillant et très indulgent. Vous êtes très macronien avec votre en même temps. Oui, mais volontairement, et à dessein bien sûr, parce qu'on en parle ce matin, mais parce que la réalité est toujours un peu plus complexe. Voilà, on ne va pas tomber dans le simplisme comme on le fait souvent avec des raccourcis, ou par exemple on a vu avec tout d'un coup on rapproche l'ISF et puis la réforme de l'APL, et puis tout d'un coup on mélange tout. C'est pas comme ça qu'on fait de la politique. Donc là, en même temps, Emmanuel Macron permet de prendre une dimension. Pourquoi je dis en même temps sévère et bienveillant? Sévère parce qu'il était évident qu'il aurait dû partir de la réalité de son élection. C'est-à-dire que c'était évident qu'il n'avait que 24% au premier tour et que c'était ça sa base électorale et donc sa base de légitimité. Elle était donc forcément très fragile. On savait qu'on allait avoir une espèce de période d'euphorie comme toujours et il aurait dû bâtir sa communication et son action et son rapport aux Français et son rapport à l'impulsion de transformation du pays qu'il veut donner en fonction de cette marge de manœuvre qui était très fine. Or, il est parti en disant finalement, voilà, j'y suis, je suis légitime et j'y vais et j'ai une communication ultra présidentielle. Alors ça marche bien sur la scène internationale, ça marche moins bien avec les Français, la communication est éparpillée. Et en même temps, je dis que je suis bienveillant et indulgent parce qu'il est jeune, qu'il a pris un nombre de risques considérables, à la fois sur le renouvellement du gouvernement avec une génération totalement, on va dire, dépolitisée, que finalement la transformation de l'Assemblée est une réalité. Alors on verra dans la durée si c'est positif ou pas, mais en tout cas il y a plein de visages nouveaux qui arrivent. Et puis il y a quand même une machine qui a été lancée. Alors là encore, on verra si elle produit le résultat attendu. On peut discuter sur le fait que la loi de moralisation est pertinente ou pas, on peut discuter de savoir quelle sera l'ampleur de la loi qui va modifier le code du travail, mais en attendant, il y a un vrai mouvement de fond qui est là, avec la volonté de faire bouger les lignes, et quelque part, au moins, il faut s'en réjouir, parce qu'on n'a personne n'a intérêt à ce que Emmanuel Macron, en tout cas que les 5 prochaines années, soient 5 années ratées pour la France. Si je vous entends, il faut qu'il soit encore en conquête de légitimité, Emmanuel Macron. Est-ce que ça implique qu'il aille au front, qu'il nous parle peut-être plus, pas à nous journalistes, mais à nous Français ? C'est sans doute la faute associée à ce péché originel de dire j'y suis, je suis légitime, maintenant on y va. Il a voulu trop, si je puis dire, lécher sa communication. Elle est quand même un peu éparpillée, avec d'un côté M. Castaner, de temps en temps des papiers qui sont le fait de tel ou tel ministre, M. Édouard Philippe qui de temps en temps monte au créneau. Mais... Les uns et les autres sont discrets, à l'exception peut-être de Christophe Castaner et de François de Rugy. Exactement. Donc il y aurait besoin certainement aujourd'hui pour Emmanuel Macron de redonner du sens et de la perspective à son action. Parce qu'il est le chef et il n'y a rien à faire. On est dans un régime ultra présidentiel. Donc il est en haut. En plus, il a concentré tous les pouvoirs. Il a fait en sorte, et puis on sait bien, tout le monde, les analystes savent bien que voilà, tout se passe à l'Élysée. Donc il devrait davantage descendre dans l'arène, non pas pour tomber dans la polémique au quotidien, mais pour redonner de la perspective et du sens, pour expliquer. Quand on transforme un pays ou quand on transforme une entreprise, une organisation, il faut être vraiment dans un accompagnement, dans un travail de pédagogie. Il faut rassurer. C'est un mot qui revient beaucoup, la pédagogie. Est-ce que vraiment ça se réduit à de la pédagogie? Vous pensez que les Français, ils ont juste besoin qu'on leur explique bien?
Je crois qu'ils ont besoin d'avoir confiance dans leur chef. Le maître mot derrière tout ça, c'est la confiance. Qu'est-ce que veut faire Emmanuel Macron? Et de temps en temps, il faut réfléchir un petit peu. La tentation de Bercy, typiquement le zigzag fiscal qu'on a eu début juillet, c'est une erreur. Donc il en tire leçon. Mais à un moment donné, il faut donner de la clarté et de la visibilité. Et c'est son rôle de donner cette visibilité parce qu'il est au cœur du processus de transformation. Donc s'il veut que les Français le suivent, s'il veut déminer les situations et s'il veut remettre dans une perspective, il faut qu'il prenne le risque de, non pas simplement de confier à M. Castaner d'expliquer, sachant que tout le monde est assez conscient de dire quand c'est le porte-parole du gouvernement, il y a un petit côté langue de bois. Voilà, c'est de descendre lui-même dans l'arène. Quitte à descendre dans l'arène pour, par exemple, défendre le statut de la Première Dame. C'était son boulot de le faire. En disant, écoutez, il y a une pétition, j'entends bien, d'ailleurs je suis favorable au droit de pétition, mais là, très sincèrement, on mélange tout. Voilà. On mélange les emplois familiaux à l'Assemblée nationale et la question des députés, et puis le rôle de la femme du chef de l'État, qui de fait est un rôle. Elle est là. Sur ce point, vous pensez qu'il a reculé trop vite? Par quoi? Par crainte de l'opinion, justement, voyant que ces sondages qui déclinent inlassablement? C'est l'inquiétude qu'on peut avoir de dire, est-ce qu'il n'est pas trop sensible, pas trop perméable à l'influence de l'opinion au quotidien, en disant finalement mon image est importante, sauf que finalement s'attacher à son image et travailler son image comme il l'a fait n'a pas permis d'être suffisamment haut dans les sondages au bout de 3 mois. Il y a, je pense, un piège de vouloir tout maîtriser, tout contrôler. Je crois qu'il y a un besoin de sincérité et de rapport direct avec les Français en disant voilà, on va transformer le pays, on va le faire ensemble, rassurez-vous. Typiquement, on prend l'exemple avec également le chef d'état-major des armées, qui a été écarté dans des conditions extrêmement brutales et incompréhensibles. Il aurait pu en sortir par le haut. Au lieu d'aller à la confrontation avec le chef d'état-major des armées, il aurait vu les militaires pour dire écoutez, on a besoin d'aller à 3% à la fin de l'année. On n'a pas le choix. C'est essentiel par rapport à la construction européenne, c'est essentiel par rapport à mon projet, qui est de dire il faut relancer la croissance, il faut redonner la place de la France en Europe. À partir de là, je vous demande de m'aider, faites-moi confiance. C'est dur à court terme, mais on va y arriver. Il en sortait par le haut. C'est la difficulté de positionner le curseur de l'autorité, en fait. Oui, parce qu'il est dans un problème de style, il est dans un problème de sens, il est dans un problème de savoir-faire, dans un problème de jeunesse, et puis de ne pas être toujours capable de bien maîtriser les signes qu'il envoie. Donc cette espèce de 4S, signe, sens, savoir-faire, fait que voilà, il commet des erreurs. Et là, typiquement, il a commis une grosse erreur. Et donc ça perturbe les Français. Ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que tout d'un coup le chef a besoin de faire preuve d'autoritarisme. On sait bien qu'il est le chef, si vous voulez. Donc ça perturbe un peu. Mais en même temps, il est jeune, il apprend. C'est pour ça que je parle aussi de bienveillance, parce qu'on a quand même envie qu'il réussisse. Exigence, bienveillance. Merci Exactement. beaucoup, Alexandre Malafaye, d'avoir accepté notre invitation, président fondateur du think tank Sinopia. 9h42, je vous montre une image météo.